Nous sommes en guerre. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut tout seul, et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent, et qu'au lieu d'être tourné vers l'extérieur du pays, ils se tournent un peu vers l'intérieur et qu'ils disent « Ah merde, on leur prend tout leur pognon. Ah oui, il faudrait leur en laisser un peu. » Avez-vous, oui ou non, reçu de l'argent liquide de Libye pour financer votre campagne? Quelle indignité. Nous sommes sur le service public, c'est une honte. Évidemment, votre téléphone est sur écoute. Vous y pensez quand vous téléphonez? Oui, naturellement, ça devient, comment dirais-je, intégré dans votre personnalité. Mais si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Bonjour l'autre voix. C'est vrai que c'est difficile de s'expliquer qu'il faille 3 ans pour finalement enfoncer ce qui était une porte ouverte pour les scientifiques qui étaient généticiens à l'époque et qui étaient virologues. Pourquoi je distingue les deux? Parce qu'en fait, les deux ont regardé le même objet, à savoir ce virus SARS-CoV-2, avec chacun leur expertise et ont apporté du coup une analyse distincte. On se souvient de celle de Luc Montagnier sur ces petits éléments qui faisaient penser donc au VIH dans SARS-CoV-2 et nous en tant que généticiens, en fait, nous ce qu'on voyait c'était ce qu'on appelle un gain de fonction qui se justifie donc en fait, enfin qui est justifié et moi je ne comprends pas comment ça peut être justifié dans toutes ces expériences sur les virus pour pouvoir faire des virus qui peuvent infecter l'homme. Donc on a regardé ce même objet, on a porté la même analyse, à savoir qu'il y avait forcément une intelligence humaine derrière, et donc on est arrivé à la même conclusion, mais en analysant des choses distinctes. Pourquoi faut-il attendre 3 ans pour que cela soit partagé? Eh bien, simplement parce qu'entre-temps, il y a une menace qui a été portée par d'autres collègues, qui étaient pourtant des collègues qui étaient loin d'être blancs comme neige, ceux qui se sont exprimés dans le Lancet. Je me souviens de cet article du Daily Mail qui montrait que 26 des 27 auteurs de cet article étaient liés au laboratoire de Wuhan. Ils avaient des conflits d'intérêts. Ça m'amène très naturellement à dire que si je me suis exprimée pendant 3 ans, c'est bien parce que c'est parce que je n'ai aucun conflit d'intérêt, de près, de loin, à aucun niveau. Et cela me rend évidemment beaucoup plus libre que beaucoup de mes collègues, et notamment aussi vis-à-vis de l'INSERM, qui ne peut pas se permettre d'avoir le moindre avis sur ma personne ou sur ce que je dis ou pas, puisque par le hasard des choses, par le hasard de la vie, j'ai fait une demande de retraite anticipée en août 2019. Et donc, dès lors, rendant caduque toute possibilité de l'INSERM de s'exprimer sur moi. Ceux qui finalement avaient un retentissement important étaient liés par différentes façons. Alors soit à l'industrie pharmaceutique, soit par exemple dans le cas des 26 sur 27 au laboratoire de Wuhan. Et je suis assez heureuse parce qu'effectivement avec ce livre des apprentis sorciers, à nouveau, je peux prétendre à n'avoir aucun conflit d'intérêt. Pourquoi? Parce que tous les frais, tous les droits d'auteur que je percevrai, je vais
je les reverse, enfin je vais le reverser parce que pour l'instant j'ai rien touché, je vais les reverser pour les victimes de ce système. Pour moi, on les appelle les suspendus, moi je préfère les appeler les essentiels. En tout cas, toujours est-il que ces personnes-là ont été condamnées par le président de la République avec sa soi-disant liberté de se vacciner. Et en fait, on s'est aperçu dans les faits que ces gens-là n'avaient pas la liberté, en tout cas, de dire s'ils étaient ou ils n'étaient pas vaccinés. On les obligeait à lever le secret médical au niveau de personnes de l'administration, ce qui est tout à fait scandaleux. Et donc, je suis très heureuse, très fière vraiment de reverser tous mes droits d'auteur à ces essentiels. Donc, il y a quelque chose de... Parce que là, vous dites, pardon de vous couper, que ils ne communiquaient même pas là-dessus. Vous dites que les chefs d'État sont bien conscients du fait que les populations se sont laissées vacciner sans être eux-mêmes totalement persuadés que le vaccin était la solution contre le Covid. Oui. L'ARN messager est donc crânement une des parties de la question sur la vaccination. C'est une famille très très nombreuse et à un moment j'énumère un certain nombre de membres de cette famille dont fait partie, l'ARN messager c'est un des constituants de cette famille d'ARN. Et donc, dans cette famille nombreuse, forcément, tout cela, ça interagit les uns avec les autres, ça circule un peu partout. Et donc, quand on disait « on les connaît », je dis, ça fait partie des mensonges que je dénonce en disant « il était interdit de dire qu'on le connaissait ». Parce qu'effectivement, on ne peut pas connaître, à partir du moment où vous injectez un ARN messager, on ne peut pas savoir ce que cela va faire dans vos cellules, les interactions, etc. On sait ce pourquoi on l'injecte et ce qu'on attend de lui. Donc, c'est un exercice de style extrêmement contrôlé, mais dans la vraie vie, il se passe des choses très différentes. Et avec tout ce qui est génétique, c'est pas pareil. À chaque fois, c'est toujours différent. Donc, vous avez probablement souvenir, vous êtes presque trop jeune, il y avait chaque année, on nous faisait le Téléthon avec les thérapies géniques, on allait soigner toutes les maladies génétiques, etc., etc. Comme vous le savez peut-être, on peine à distinguer des thérapies géniques avec succès. Pourquoi ? Parce qu'il y a des techniques, et dès lors qu'elles touchent à notre patrimoine génétique, qui sont finalement beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre que simplement la théorie ultra simplificatrice d'une approche industrielle. Il y a eu des réactions dans la presse positives et négatives. Et en ce sens-là, je dois avouer que je suis plutôt contente de voir qu'il y a des réactions. Et qu'ils ne sont pas que négatives. Voilà. Je pouvais envisager, après 3 ans de m'être pris tellement de coups, que ma parole serait immédiatement discréditée. Là, il s'est passé quelque chose de très différent. Il y a eu un article de Valeurs Actuelles, donc avec un vrai interview. Il y a eu un article dans le Figaro. La plupart ne m'interviewent pas. Il y a eu un article dans 20 minutes qui m'a interviewé. Donc, il y a eu un article dans l'Express qui, là, le problème, c'est que j'aurais probablement pas dû répondre. J'étais extrêmement malade. Et j'ai eu ce tort de vouloir honorer tous mes engagements médiatiques. Donc, vous dire que l'Express m'a atteint alors qu'il... j'ai envie de dire, vous pouvez commencer l'article dès le titre, on voit qu'il est dans une malhonnêteté intellectuelle incroyable. Et la première phrase, je crois, de l'article, c'est « lever dans un canapé ». Alors, en guise de lever, je peux vous dire que j'étais malade comme un chien, j'avais 42 fièvres et effectivement, j'avais voulu prendre aucun risque. Donc, c'est pour cela que j'avais dit, il vaut mieux faire à distance. Donc, voilà, donc en fait, à partir du moment où vous utilisez dans l'Express des mots comme ceux-là, je crois que, et que vous n'êtes qu'un article à charge,
C'est ça qui est intéressant parce que, comme je vous ai dit, je partage des informations sur l'ADN, sur l'ARN, sur cette grande famille, sur le développement des différentes molécules, des différents médicaments ARN, de différents vaccins ARN messagers. Donc, en fait, on ne peut pas faire un article que à charge. Si on fait un article que à charge, ça montre bien qu'on est de mauvaise foi. Donc, vous dire que je suis affectée par des gens qui sont que dans la mauvaise foi, non. Il faut qu'ils comprennent plusieurs choses. Le fait qu'effectivement, à partir du moment où vous touchez à notre patrimoine génétique, vous touchez au lien qu'il y a non seulement dans toutes vos cellules, mais aussi entre les êtres vivants, donc dans une espèce d'interaction globale. C'est pour ça que d'ailleurs, à plusieurs reprises, je vais dans l'impact d'ARN sur l'ARN de plantes, sur des virus et sur la réplication de virus. Donc, vous voyez pour bien montrer que tout cet ARN... finalement, c'est une grande galaxie de communication. Comme dans toute grande galaxie de communication, si vous imposez une parole, vous modifiez l'équilibre existant et vous pouvez le modifier soit ponctuellement, ce qu'on pensait être le cas, en tout cas si on entendait les phrases et les poncifs qui nous étaient dits sur ces vaccins ARN messagers, qu'ils devaient rester dans le muscle, qu'ils n'allaient pas bouger, que l'ARN messager serait immédiatement dégradé, etc., etc. Tous ces trucs qu'on n'entend plus trop. Vous avez remarqué peut-être. Bon. Oui, voilà. Donc voilà, en fait, on les entend plutôt parce qu'effectivement, c'est archi faux, mais on le savait depuis le début. Donc ça, c'est la chose qui est importante de comprendre. Et le deuxième aspect, c'est aussi finalement la toxicité de ces molécules. Une toxicité qui n'est pas étudiée. Et je reviens, je me suis ouverte dans un courrier à l'Agence du médicament européen qui nous a répondu sur le fait que nous étions inquiets qu'il n'y ait pas eu d'études qui étudiaient la toxicité sur notre génome ou la toxicité à faire à développer d'éventuels cancers. Ça semble quand même quelque chose juste un b.a.-ba dès lors que vous êtes sur un produit génique et d'essayer de suivre cela. Ça n'a pas été suivi et donc on en est là. Enfin, on en est peut-être même un peu plus. Donc, on a des petites molécules qui sont toxiques. Hein, j'en parle, notamment des nanoparticules lipidiques. Donc, en fait, ce qui enveloppe l'ARN messager. Je parle du fait que l'information génétique elle-même est codée avec un code génétique totalement artificiel. Et on le rappelle quand même encore une fois, sur une protéine qui elle-même est totalement artificielle puisqu'elle dérive d'un SARS-CoV-2 qui, on a du mal à penser qu'il émane directement d'un animal. Voilà. Donc, injecter des molécules totalement artificielles sans savoir à quel moment elles sont nettoyées, où est-ce qu'elles vont, maintenant on sait où est-ce qu'elles vont. Elles circulent dans tous nos organes, dans les différents organes qu'on a pu étudier. Et je reviens aussi là-dessus, à savoir aussi bien le cerveau que des organes reproducteurs, nos testicules, nos ovaires. Ça pose quand même beaucoup de questions. Et donc, c'est ces questions que j'espère que les apprentis sorciers posent parce qu'on est en train de nous expliquer qu'on va continuer à faire des injections d'ARN messager, que ce soit pour le Covid, actuellement on continue d'injecter par exemple des bébés, ou que ce soit sur d'autres pistes, à savoir la bronchiolite, le diabète, le cancer, enfin voilà. Donc vraiment ce qu'on voit dans mon livre, c'est que cela fait des années qu'ils essayent de développer cela, et que c'est un échec. Ça a été un échec, et donc quand la crise Covid arrive, on sait à l'avance que, en tout cas, toutes les tentatives n'ont jamais
était plus loin qu'une phase 2 d'essai clinique. Il y a eu un très joli article qui montre que ce livre accompagne le fait de libérer la parole, notamment sur les effets indésirables de ces injections ARN messager, sur lesquels il va falloir faire quelque chose, plutôt que de dire non, il n'y en a aucun, circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de cancer et tout va bien, d'accord? Mais enfin bon, une fois qu'on a dit ça, personne n'est dupe parce que tout le monde a vu autour de soi des cancers flamber dans des populations jeunes comme ils n'avaient jamais vu. Donc non, je crois que vraiment il faut accompagner cette parole libérée pour pouvoir essayer de trouver des solutions. Donc comment je vois cela ? Bien, je sais très bien que mes collègues avaient peur parce que de toute façon, sachez qu'un grand nombre me contactaient de collègues de l'INSERM. Ne déplaise à l'INSERM, de collègues du CNRS. Vous étiez directrice de recherche. Alors, j'étais à l'INSERM, directrice de recherche à l'INSERM, m'ont contacté effectivement en disant bah oui, bien sûr, enfin, je veux dire, après, je n'avais pas grand mérite, j'enfonçais des portes ouvertes de ce que nous connaissions. Hein, donc, même si ça paraissait complètement révolutionnaire parce que c'était tellement aux antipodes de ce qu'on entendait par ailleurs, je vais diminuer mon mérite parce que, en fait, les publications étaient là et d'ailleurs, je les cite toutes, les connaissances étaient là. Voilà. Donc le fait qu'ils n'aient pas envie que leur nom sorte, c'est aujourd'hui que ça me semble plus problématique parce que, vous voyez, en Allemagne, là, en ce moment, le ministre de la Santé a une parole complètement opposée à notre ministre de la Santé, c'est-à-dire qu'en fait, il est très préoccupé par ces effets indésirables des vaccins, il se sent désolé, il dit qu'il sent tout le malheur, il cherche des solutions pour savoir qui va les prendre en charge, en disant, mais finalement, qui va payer maintenant ? Et parallèlement, il y a une conférence de presse de collègues scientifiques et médecins le 15 mars, où en fait il parle de crimes contre l'humanité. C'est un article qui est sorti dans Report 24. Bon, il faut s'assurer que Report 24 n'a rien et dans le mainstream, je crois qu'il l'est. Donc on voit un tout autre narratif qui est en train de se passer chez nos voisins en Allemagne, où on admet qu'on a fait une grosse bêtise. On parle, c'est quand même assez violent quand vous parlez de crimes contre l'humanité. Et parallèlement, en France, on s'amuse à prendre exprès un article peut-être, ou un ou deux articles de mon livre qu'on monte en épingle et on en fait tout un foin, alors que le livre, et vous avez vu, il est quand même extrêmement nourri de beaucoup, beaucoup d'informations. Et ces informations, elles sont issues des laboratoires de Moderna, de Pfizer, de l'OMS, et donc il y a un moment, il faut, et de publications scientifiques, et donc je pense qu'il faut arrêter de faire l'autruche. Je ne crois pas que ce soit une chose intelligente, surtout dans l'état de crise médicale à laquelle nous faisons face. Et je dis une crise médicale non seulement pour le système de la santé dans l'état dans lequel il est, mais surtout de crise médicale car beaucoup se sont fait injecter et qu'ils en voient les effets indésirables. C'est un petit peu différent. Disons que le consensus scientifique, c'est ce qu'on a voulu nous faire croire comme étant l'état de connaissances scientifiques et nous n'avions pas le droit de questionner. Dans cet état de connaissance, nous avions par exemple l'origine du virus qui était obligatoirement pangolin ou chauve-souris. Obligatoirement, c'était le consensus scientifique. Voilà. Et en fait, ce que j'ai assez rapidement dit, c'est que en guise de consensus scientifique, si jamais la science reste dans un consensus, alors elle ne découvre jamais rien et elle reste dans un obscurantisme parce que tout progrès, toute découverte se fait en rupture par rapport à des connaissances préexistantes. Je ne sais pas si c'est clair. Si. Voilà. Donc, de fait, si vous voulez rester dans le consensus scientifique, vous restez dans un obscurantisme.
Voilà, c'est aussi simple que cela. Et d'ailleurs, la preuve, cette origine du virus, par exemple, bon, enfin, il y en aurait bien d'autres. Je ne dis pas que nous avons la preuve de l'origine du virus. Et d'ailleurs, très tôt, je me suis exprimée avec beaucoup d'honnêteté intellectuelle en disant, je pense que nous n'aurons jamais cette preuve-là parce qu'elle est dans des cahiers de laboratoire qui, à mon avis, ont disparu depuis longtemps. Donc je suis consciente de ce que nous pouvons voilà, avoir comme preuve absolue et comme faisceau d'arguments, d'évidence, de compréhension à un temps donné. Voilà. Donc voilà pour le consensus. Après, sur les histoires de nos articles, c'est qu'effectivement, tout le temps, c'est le fait d'avoir refusé de débattre avec, que ce soit Luc Montagnier, que ce soit moi, sur, par exemple, cette origine du virus, c'est très embêtant parce que en science, on ne fonctionne que comme cela, on ne fonctionne que dans une interaction qui n'est pas en accord. Et cela nous permet, loin de nous castrer, au contraire, nous permet d'affiner notre pensée, d'affiner nos arguments et donc de délivrer une pensée plus exacte. C'est ce qu'on fait quand on publie un article. On rassemble des éléments, des résultats, et puis on l'envoie à donc un journal scientifique, pas François, même si c'est très scientifique, mais voilà. Un journal spécialisé, scientifique. Pas un journal comme nous. Voilà, ce n'est pas... Voilà. Et ces journaux scientifiques envoient à en général, des gens qui sont experts de votre domaine. Et les experts de votre domaine, c'est qui ? En général, c'est ceux qui sont directement en concurrence avec vous. Parce qu'en fait, notre milieu, il n'est pas extensif, on est quand même dans un petit milieu. Et donc, il est logique d'avoir son travail exposé à son compétiteur qui va du coup dire qu'il faut faire un certain nombre d'expériences parce qu'il ne croit pas exactement à cela. Voilà. Et donc, aide à améliorer nos connaissances. Donc, nous n'avons pas peur en tant que scientifique, et c'est pour ça que c'était curieux d'avoir peur à l'envers, d'être mis en contradiction sur ce que l'on avance. Et c'est ça qui est étonnant, c'est que chez Pascal Praud, on lui a reproché que je n'ai pas de parole contradictoire en face. Or, je l'ai bien entendu dire, nous avons essayé de faire venir des contradicteurs et ils ont refusé le débat. Ils ont refusé de débattre. Refuser de débattre, ça montre une pensée très étroite et ça montre que en fait ça fait penser aux pires heures de la censure. C'est pas très bon, c'est jamais bon signe, surtout pour une démocratie. Quand cela dure 3 ans et que c'est répété sur différents collègues, la réponse est oui, c'est une dérive d'autorité mal vécue, mal placée et qui montre qu'il y a un problème. Et donc, ça tombe bien parce que ce livre parle de ce problème. Alors, je sais que cet entretien a provoqué un grand émoi globalement, mondialement d'ailleurs. Cependant, moi je n'étais pas totalement à l'aise avec cet entretien parce que d'abord il était fait autour de verres qui m'avaient l'air un peu alcoolisés, voilà, que la personne ne m'avait pas l'air extrêmement stable émotionnellement, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc je ne sais pas. Ce qu'on sait en revanche, parce que pour le coup il y a eu un article de Pfizer, celui qui semblait émotionnellement peu stable. Donc en revanche, il y a eu un article qui montrait, autant que je me souvienne, de Boston University, qui montrait le fait qu'ils avaient fait un autre virus avec un gain de fonction qui présentait une létalité très élevée. Il parlait de 80% de létalité. Et ça, pour le coup, c'est un article scientifique. Donc effectivement, et
Et après, Boston University s'est désolidarisé de ses chercheurs alors que c'était ses propres chercheurs. Enfin, des histoires abracadabrant qui, pour le coup, sont là, on est sur du stable. Hein, c'était une publication. Voilà. Donc ça, c'est des alertes qui doivent mettre la population mondiale en émoi, parce que cela veut dire qu'effectivement, on est encore en train de trafiquer des bouts de séquences, qu'on dit virus, et qu'on est en train de les rendre pas moins dangereux. Parce que quand on est à 80% de létalité, ça veut dire qu'on les rend plus dangereux. Voilà, et très dangereux. Voilà. Alors, l'idée, c'est pas de faire peur, l'idée, c'est plutôt de dire, on voit qu'on a ça qui semble du coup peut-être récurrent, hein, puisqu'en tout cas, il semble qu'on l'ait eu avec SARS-CoV-2. Et donc, l'idée, c'est d'arrêter de se faire prendre dans une espèce d'enchaînement auquel on ne veut pas participer. Et je pense que ces injections ARN messager font partie des soi-disant réponses à ces dérives. Et il est temps d'arrêter. La chose, là, à mon avis, qui est quand même très très importante, sur laquelle d'ailleurs je suis très peu critiquée sur ce livre, c'est cette modification génétique de l'espèce humaine au travers de ces injections d'ARN messager. Et je pense que ce livre permet à tout un chacun de comprendre ce que j'entends quand je parle de modification génétique. Et le problème, c'est que c'est des modifications avec des répercussions sur les générations à venir. Je parle de l'importance de l'ARN et du passage de l'ARN de génération en génération, avec parfois des sauts de génération dès lors qu'on parle d'ARN, en fait. Autant l'ADN, on le transmet directement à la génération du dessous, autant l'ARN, il peut y avoir un passage et pas forcément de rôle de cet ARN dans la génération du dessous, mais avec des sauts de génération. Et donc, dès lors que nous savons cela, nous comprenons qu'avec ces injections d'ARN messager, quoi qu'on fasse, nous ne saurons pas les conséquences à moyen et long terme. Et donc, il est urgent d'avoir ces discussions, d'avoir ces réflexions. Et je crois que finalement, nul n'est aussi bien placé que soi-même pour savoir ce qu'il peut tolérer d'injecter ou de mettre dans son corps que soi-même.